Bienvenue sur le podcast de Haïdé.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé Créative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe, car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Haïdé ? Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Haïdé Radio, Destination Est. Pour cette première saison, nous avons voulu donner la parole à nos rédactrices et rédacteurs, celles et ceux qui font et qui ont fait Haïdé depuis maintenant 5 ans. Je suis très heureux pour ce nouvel épisode d'accueillir Erin. Salut Erin, comment vas-tu ? Salut Thibaut, ça va et toi ? Super, merci. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors du coup, aujourd'hui, je vais vous parler du dernier voyage que j'ai fait, qui date maintenant de quelques étés, on va dire. J'ai décidé de partir pendant 2 semaines avec mon copain dans les Balkans. Donc on a visité 3 pays. On est parti de la Croatie, de Dubrovnik. On a traversé le Monténégro et on est descendu jusqu'au sud de l'Albanie. Donc c'était un super voyage le long de la côte adriatique. Et j'ai décidé de vous le raconter d'une façon un peu particulière en vous parlant en fait des plats qu'on a pu déguster dans les pays. Donc j'espère que je vais pouvoir vous donner un petit peu l'eau à la bouche et qu'on va découvrir des choses ensemble et que ça va vous donner envie de voyager différemment en regardant un petit peu plus ce que vous mangez. Eh ben c'est à toi, je te laisse nous raconter ce voyage. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, on est parti de Dubrovnik. On a pris en fait un vol aller-retour au départ de Dubrovnik. Et on n'a pas trop prévu ce qu'on allait faire pendant ces 2 semaines. On a juste pris le billet d'avion, on a réservé la première nuit et on est parti. Donc c'était une super aventure à deux. Et donc pour commencer, on a fait la Croatie. On est arrivé à Dubrovnik et on s'est dit on va visiter cette superbe cité. Donc on s'est rendu dans la vieille ville. On a marché, on s'est baladé dans les ruelles et au bout d'un moment, on avait super faim. Donc on s'est dit on va faire un petit restaurant. Et finalement, c'était blindé de touristes au mois d'août et on s'est dit les restaurants, ça va pas le faire. Donc, on est sorti un petit peu de la cité et en fait, tout autour, il y a plein de petites boulangeries, entre guillemets, qui vendent des pâtisseries sucrées, salées, des boissons. Et il y avait plein de monde qui faisait la queue. Alors, on s'est dit, bon, on va commencer notre premier repas à Dubrovnik avec un petit repas sur le pouce. Et on arrive devant ce stand et du coup, on s'est dit, bah, on va prendre quelque chose qui ressemble à un feuilleté. Donc, on choisit ce feuilleté et en fait, ça s'appelle un bourrec. Et ce feuilleté, c'est fait en fait avec de la pâte philo qu'on peut garnir de fromage, d'épinards, de viande, de pommes de terre. Et donc, nous, on a pris fromage parce on est de Toulouse et on est des super gourmands. Et en fait, c'est une spécialité qu'on va beaucoup retrouver dans les Balkans, surtout en Grèce, en Bulgarie, en Serbie, en Turquie. Les Turcs, ils en mangent beaucoup aussi. Et en fait, c'est typique de la gastronomie croate, en fait, avec toutes ces similitudes de cuisine turque, italienne, grecque. C'est vraiment une rencontre, un mélange. Et c'est aussi dû à l'histoire du pays, de la Croatie, qui a été occupée par l'Empire romain, l'Empire byzantin. Et tout ça fait qu'on a beaucoup d'empreintes de gastronomie qui se ressemblent dans tous les Balkans. Donc ça, c'était vraiment notre premier petit kiff de la Croatie. Et donc, après ça, on a continué notre voyage. On a pris le bus, direction le Monténégro. Et notre premier stop, ça a été la ville de Kotor. Donc, c'est une ville portuaire au Monténégro qui est entourée de massifs montagneux, avec de la verdure absolument partout, une superbe cité médiévale également. Et donc, en fait, toute la vieille ville, elle est fortifiée avec des murailles. Et c'est aussi une ville qui a été assiégée plusieurs fois par les Romains, par les Serbes, par les Autrichiens, par plein de monde. Et tout ce mélange de cultures fait que la gastronomie va une nouvelle fois avoir des aspects à la fois italiens, turcs, grecs. Et donc, bon, Kotor, c'était super, mais on a déjà beaucoup d'informations dessus. Il y a plusieurs articles qui ont été écrits aussi dans ce journal, donc je ne vais pas en parler. Je vais continuer mon voyage vers le sud du pays où on va retrouver le lac Skadar. Et donc, ce lac, il est absolument magnifique. On n'en fait plus le récit parce que c'est incroyable. Et ce qui m'a plu dans ce lac, c'est aussi que tout autour, donc si on s'écarte un peu,
on va trouver l'un des plus grands vignobles d'Europe. Donc c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais le Monténégro, en fait, c'est un très grand producteur de vin. Et tout autour de ce lac, on va avoir un vignoble qui s'appelle Plantazé. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais moi, je l'entends comme ça. Et en fait, dans ce vignoble, on va avoir en fait 80% de la production viticole du pays, soit énormément de vin qui vient de cette région. Ça représente à peu près 11,5 millions de vignes, donc c'est quand même pas mal. Et il faut du monde pour les vendanges, du coup. Et donc, dans ce vignoble, on va avoir de super bons vins qu'on a pu déguster au Monténégro, dont principalement un vin rouge qui s'appelle Vranac. Donc, c'est le vin, si vous allez au Monténégro, il faut absolument en boire, avec modération bien sûr. Mais c'est un vin super réputé, qui est pour le coup un peu tannique, sombre, et qui va aller très bien avec du fromage, ma grande passion. Le fromage, la viande, c'est vraiment super. Et si vous aimez pas forcément le rouge, il y a un autre super vin au Monténégro, blanc cette fois-ci, et qu'on retrouve surtout autour de Podgorica, la capitale. C'est un vin qui s'appelle Krstak. C'est compliqué à prononcer, c'est Krstac. Et en fait, c'est cultivé donc à côté de Podgorica. Et c'est un vin qui va être plutôt sec, fruité, et qui va également très bien aller, surtout avec un beau soleil, un beau coucher de soleil au Monténégro, au bord d'un lac. C'est vraiment super. Donc là, c'était mes deux premières spécialités que je voulais partager avec vous. Et du coup, on a continué notre voyage. On a longé encore la côte adriatique et on est arrivé en Albanie. Donc c'est un pays que je ne connaissais absolument pas. On s'est arrêté en premier à Tirana, la capitale. Donc à savoir que Tirana, c'est quand même la plus grande ville du pays, qui a environ 500 000 habitants. Et si on compte la périphérie, c'est à peu près 1 million d'habitants. Donc c'est grand pour l'Albanie et pas forcément pour nous. Et en fait, la ville a quand même un lourd passé historique. Et dans notre imaginaire, Tirana et l'Albanie en général, c'est un pays où on n'a pas forcément envie d'aller parce que c'est dangereux, on ne sait pas si on va se sentir en sécurité ou pas. Et en fait, quand on arrive là-bas, on se sent super bien. On oublie tous les clichés, on découvre cette ville où il y a beaucoup de monuments historiques qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus. C'est super, c'est incroyable. Et du coup, on a mangé des choses incroyables aussi. Donc, si vous aimez tout ce qui est abats, tripes ou ce genre de choses, vous allez adorer l'Albanie parce qu'ils adorent manger tout ça. Moi, pour le coup, j'aime pas trop les abats, j'aime pas trop les tripes. Donc, à Tirana, on a plutôt goûté des choses qui sont faites à base d'agneau. Donc, en fait, il y a une spécialité de la ville d'Elbasan qui est un petit peu au sud de Tirana, qui s'appelle le tave cosy. Et c'est un genre de gigot d'agneau avec du riz cuit qui est préparé avec du yaourt, des œufs, du safran. Et en fait, ça, vous pouvez typiquement le manger à Tirana. Et l'Albanie, c'est aussi un très grand producteur de poissons d'eau douce. Il y a beaucoup de lacs, de rivières. Et donc, vous pouvez manger des carpes. Il y a par exemple la carpe Skrodra, qui est super bonne, et aussi le coran du lac d'Oride, qui ressemble plutôt pardon, à une truite saumonée. Et donc, tous ces poissons, vous pouvez le trouver plutôt au bord des lacs, des rivières. Et surtout, n'en mangez pas à Tirana parce que ça va être super cher. Les prix vont être incroyables. Donc, vraiment, enfoncez-vous un petit peu dans le pays. Allez voir ces lacs, allez voir ces rivières. Et vous allez adorer déguster tous ces petits plats avec des légumes crus, cuits, grillés. Ça va vraiment être super. Donc, ça, c'est un bon résumé, je pense, du voyage que j'ai fait avec de super spécialités et de super moments passés en couple. Bah, merci beaucoup pour ce beau récit, ça donne envie de revoyager en tout cas. Merci beaucoup Erin. Quels ont été tes 3 coups de cœur lors de ce voyage? Alors, mes trois coups de cœur, on va dire que mon premier grand coup de cœur, ça a été le Monténégro. C'est vraiment un pays que je connaissais pas. J'avais aucune image de ce que était le Monténégro. Et en fait, quand on est arrivé là-bas en bus, du coup, on s'est rendu compte qu'on empruntait plein de sentiers de montagne. On arrivait dans plein de parcs nationaux. Il y avait des lacs incroyables, des chèvres ou des bouquetins qui étaient tout le temps au bord des montagnes. C'était vraiment super joli. Et en fait, on a loué on a participé, on va dire, à une expédition pendant une journée où on a visité tout le Monténégro. Donc, on est allé au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Et on est allé spécifiquement au parc national d'Urmidor, qui est vraiment au nord du pays, où il y a des super paysages, des super lacs. C'était vraiment incroyable. Donc, pour prendre un grand bol d'air, il faut juste aller au Monténégro. Et un autre endroit du Monténégro qui m'a ému, où j'ai trouvé ça super joli, c'était le monastère d'Ostrog, qui est, on va dire, plus au centre du pays.
Et donc, quand on arrive là-bas, on emprunte, donc on était en minibus pour tout vous dire, on emprunte une route qui ressemble beaucoup aux serpentines qui rejoignent finalement Kotor et le mont Lofsen. Donc c'est vraiment une route qui fait que des arrondis, que des serpentins, comme si vous alliez vraiment au mont Olympe, mais tout en haut, quoi. Et, euh, et du coup, j'étais dans un petit bus où tout le monde était malade. Donc pour la petite anecdote, c'était pas super quand on est arrivé là-haut, c'était un petit peu compliqué. Mais le monastère, il est troglodyte, il est incroyable. Il culmine vraiment tout en haut d'une montagne. Et c'est intéressant parce qu'en fait, il y a toutes les religions dans ce monastère. C'est vraiment quelque chose de particulier qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais toutes les religions se côtoient et tout le monde prie ensemble et je trouve ça super émouvant. Est-ce que tu avais d'autres endroits qui t'ont marqué? D'autres endroits qui m'ont marqué, tout m'a marqué, mais j'ai vraiment adoré le Monténégro. L'Albanie, j'ai adoré la capitale Tirana. On est aussi allé vers la côte, mais j'avoue que la côte, il y avait quand même pas mal de touristes italiens qui traversent en fait la mer en se disant ça va être moins cher en Albanie, ce qui est le cas, c'est beaucoup moins cher. Et du coup, à Tirana, ce que j'ai aimé, c'est visiter tous les bunkers. Il y a énormément de bunkers en fait, et dans les bunkers, c'est des musées aujourd'hui. On apprend beaucoup de choses sur l'histoire du pays. On apprend qu'il y a eu des guerres avec l'Italie que je connaissais absolument pas. Et c'est aussi émouvant parce que finalement, on rentre dans une histoire, quand on rentre dans un bunker, on rentre à l'intérieur, on a l'impression que c'est quelque chose d'intime et on découvre tout ce qui s'est passé. Et de salle en salle, on est de plus en plus ému. Et quand on ressort de là, on a l'impression qu'on respire à nouveau et qu'on revient à la surface, mais qu'on voit les choses différemment à partir de ce moment-là. Du coup, c'est vraiment intéressant de visiter les bunkers, et il y en a énormément en Albanie, donc allez-y. Oui, et donc les musées, c'est les musées Bunk Art 1 et 2. Il y en a deux. Il y en a un qui est en périphérie de Tirana, l'autre qui est dans le centre-ville. Ils sont vraiment très très intéressants à faire, effectivement. Est-ce que pendant ce voyage, tu avais une routine particulière? Alors, ma routine particulière, on va dire que c'était quand je me lève le matin, essayer de trouver un hôtel pour la nuit d'après. C'était vraiment un voyage où on n'a pas trop préparé, on s'est dit, on part pendant 2 semaines, faut qu'au retour, on retourne à Dubrovnik. Donc on a fait l'aller-retour, on a traversé 2 fois les pays en fin de compte. Et ma routine, c'était vraiment à tout prix pour que psychologiquement toute ma journée se passe bien, que je trouve un hôtel pour la nuit. Et donc c'est très intéressant de voyager comme ça parce que je sais pas si les gens préparent leur voyage d'habitude ou pas, mais sans le préparer, ça nous amène dans des endroits que je pense qu'on n'aurait pas trouvé si on avait préparé notre voyage. Donc c'est aussi intéressant de partir sans savoir quoi faire parce qu'on découvre plein de choses. Est-ce que tu as découvert des lieux de sortie ou des festivals que tu pourrais nous conseiller pendant ce petit voyage? Alors, j'ai pas forcément de nom à donner ou de lieu, mais c'est vrai qu'on a passé presque une semaine en Albanie en été, donc c'était en plein mois d'août. Et en fait, il y a une très grande place, que je me souviens plus du nom, mais la place principale en Albanie où il y a une très belle statue. Et sur cette place, en fait, tous les soirs, il y a plein de monde qui se réunit et il y a souvent une scène où il y a énormément d'événements. Donc, soit il y a des gens qui viennent chanter, ça doit être la nouvelle star albanienne ou je sais pas trop ce que c'est, mais il y a plein d'événements comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a à la fois des personnes âgées, des enfants, des gens qui sont très chics, des gens qui sont un peu moins chics, qui viennent sur cette place, qui se réunissent et qui finalement passent un bon moment ensemble, toute une soirée d'été à boire des limonades, on va dire, et à s'amuser. Et franchement, c'était super. Juste profiter de l'ambiance, de la chaleur, de la place, des gens. Et je pense que c'est déjà pas mal. Il n'y a pas que les festivals finalement. Est-ce que tu as réussi à rencontrer des locaux quand tu étais sur place? Alors, j'ai rencontré des locaux. Là où j'en ai le plus rencontré, c'était dans les restaurants finalement. Quand on s'assoit au restaurant, que ce soit en Albanie ou au Monténégro, je trouve que les gens, quand ils vous entendent parler une autre langue, ils viennent spontanément vous parler en disant: «Ah, mais vous venez d'où?» Et vraiment, ils essayent d'engager la conversation avec vous. Alors, je me suis vraiment sentie super bien, autant en Albanie, au Monténégro, un peu moins à Dubrovnik parce qu'il y avait beaucoup de touristes, donc c'est un peu différent. Mais finalement, en Albanie, il n'y a pas beaucoup de touristes. Et là, vous pouvez vraiment rencontrer, mais très facilement des gens. Vous pouvez aller leur parler. Il n'y en a pas beaucoup qui parlent anglais, mais quand vous arrivez à vous faire comprendre, c'est vraiment génial. C'est super de pouvoir communiquer avec eux, c'est top. Et quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite faire le même voyage? Alors, si elle veut faire le même voyage, je lui conseillerais déjà de ne pas oublier son passeport. Nous, on avait oublié nos passeports et on avait complètement oublié que l'Albanie et le Monténégro ne font pas partie de l'Europe. Ils sont sur le même continent que nous, mais en fait, il faut un passeport. Du coup, on a eu de la chance, les cartes d'identité ont suffi.
Mais pensez bien au passeport parce que c'est important. Et autre conseil, prenez de bonnes baskets parce que si vous voulez faire des super randonnées, le Monténégro c'est super et l'Albanie c'est super de le faire à pied parce que vous avez des très belles plages, des très belles côtes et sincèrement, maillot de bain, basket et ça suffit. Et notamment à Kotor, il y a cette petite randonnée à faire pour monter tout en haut, et avoir la vue magnifique sur la baie de Kotor, qui peut être un peu C'est ça. sportive, faut faire attention, mais qui est magnifique à faire, ouais. Alors faut juste pas avoir mangé un bourrec avant parce que sinon on peut pas atteindre le sommet. En effet, c'est vraiment magnifique. On va parler un peu plus de toi. Est-ce que tu as des projets de voyage à l'avenir? Alors moi, le prochain voyage que j'aimerais bien faire, quand on pourra du coup revoyager, ce serait de partir en Grèce. J'ai déjà fait la Grèce, mais j'ai fait la capitale. Et cette fois-ci, j'aimerais faire les montagnes grecques. Donc le mont Olympe, c'est vraiment un petit rêve personnel. J'adore la mythologie grecque. J'ai fait du latin, étonnamment, quand j'étais... c'est pas la même chose, mais quand j'étais plus jeune. Et ça m'a toujours... La mythologie, j'ai toujours adoré ça. Et je me dis que si j'arrive à monter le mont Olympe, j'aurais déjà atteint un bel objectif, une belle ascension. Donc, ouais, c'est mon prochain voyage, ce serait la Grèce. Alors comment tu prépares tes voyages? Alors, j'ai deux façons de voyager, on va dire. La première façon, c'est de bien préparer mon voyage. Donc, je me renseigne sur le pays, je regarde les sites d'intérêt. J'essaye de voir s'il n'y a pas des lieux moins touristiques, mais c'est pas toujours facile si on connaît pas quelqu'un de trouver des lieux moins touristiques. Donc, je prépare mon voyage dans un premier temps et j'adore aussi les voyages où je ne prépare absolument rien. Donc, typiquement, j'étais partie c'était l'Estonie. Quand j'ai fait l'Estonie, j'ai pris une carte, chose que je faisais pas depuis très longtemps parce que j'ai toujours mon portable sur moi et mon GPS. Et cette fois-ci, avec une copine, on s'est dit, on va prendre une carte et on va regarder. Et finalement, on s'est complètement perdu. Et c'était génial parce qu'on a trouvé des musées absolument géniaux. On a trouvé plein de petits endroits magnifiques. Donc, je dirais que j'ai vraiment deux façons de voyager. Une façon où je prépare et une façon pardon, où je m'égare. Et c'est là où on fait vraiment des super rencontres. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton sac à dos quand tu te perds comme ça dans une aventure? Dans mon sac à dos, le truc que j'ai tout le temps, bizarrement, c'est des pansements. Parce que je sais pas pourquoi, je me dis, si j'ai pas de pansements, je vais pas pouvoir finir mon voyage. Donc, j'ai toujours dans mon sac à dos des pansements. J'ai toujours un labello aussi. Je me dis que si jamais je suis perdue au fin fond de je ne sais quel endroit, je mettrai deux pansements sur mes ampoules et je peux encore marcher pendant au moins 20 kilomètres le temps de trouver une maison. Donc, j'ai toujours ça dans mon sac à dos, ouais. Et est-ce que tu documentes tes voyages et est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas de blog particulier. Mes voyages, c'est vraiment quelque chose pour moi et mon entourage, et je les partage pas toujours. Euh, donc, euh, donc voilà, je vous conseille surtout de regarder ce journal où vous allez trouver vraiment énormément d'informations sur les Balkans, sur les pays de l'Est. Et je pense que c'est déjà pas mal si vous arrivez à vous documenter comme ça avant de partir. Et après être parti aussi, parce qu'on apprend des choses pendant le voyage, où c'est intéressant de revenir dessus après le voyage pour vraiment comprendre ce qu'on a vu. Ça me permet en tout cas, de passer à la prochaine question, parfaitement parce que tu écrit beaucoup d'articles sur tes voyages sur Haïdé. Si je te dis justement le mot Haïdé, ça te fait penser à quoi? Moi, alors à la base, ça me faisait penser strictement à rien. Et puis finalement, au fur et à mesure, ça me fait vraiment penser. Moi, ça me fait penser à la Turquie directement. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais ça me fait penser vraiment à des pays chauds. Ça me donne. Pour moi, c'est comme une onomatopée. C'est vraiment un élan. C'est, c'est allez, go, on y va, c'est parti. C'est une invitation au voyage. Bah, c'est un mot turc, en tout cas, enfin qui vient du turc, donc ça tombe bien. Tu fais partie des passionnés de l'Europe de l'Est. Comment elle t'est venue cette passion? Alors, cette passion, elle m'est venue. J'ai eu l'occasion au cours de mes études de partir un an faire Erasmus dans un pays de l'Est. Donc, je suis partie en Lituanie. Et ça a été une découverte pour moi, vraiment. Je ne connaissais pas ce pays, je ne savais pas où était ce pays, je ne savais pas si c'était en Europe, en Russie, dans les Balkans, j'en avais aucune idée. Et quand je suis allée là-bas, j'ai découvert un pays qui était vraiment, à mes yeux, extraordinaire, avec une culture différente, des gens super, des paysages différents, et c'était vraiment l'aventure. Et à partir de ce moment-là, je me suis un peu passionnée pour les pays de l'Est. J'ai continué, j'ai fait les trois pays baltes, après je suis partie dans les Balkans,
Je suis partie en Grèce, j'ai fait la Laponie aussi pour vraiment explorer toute la zone. Et c'est de là que m'est venue cette passion, c'est ce premier voyage en Lituanie. Donc si jamais, n'hésitez pas à partir à Vilnius, c'est vraiment une super capitale. Donc, tu as été rédactrice pour AID pendant quelques années. Est-ce qu'il y a un article qui t'a marqué ou dont tu es particulièrement fière? Euh, Tous mes articles, j'ai envie de dire. Non, on va dire que l'article que j'ai préféré, c'était l'article qui m'a permis de rejoindre l'aventure AID. C'était sur le basket en Lituanie. Donc en fait, les Lituaniens sont des grands fanatiques de basketball, c'est vraiment une religion. Et moi, c'était ma religion de la première heure, le basket, une grande passion. Et le fait de pouvoir écrire sur ce thème, ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux sur le lien qu'il peut y avoir entre un pays et un sport. Parfois, ça peut paraître un peu futile, on se dit non, ils en font trop, ça peut pas être leur passion à ce point. Bah si, en fait, parce qu'il y a aussi des liens politiques avec le sport, il y a aussi des liens avec les habitants, avec la culture. Et finalement, c'est un tout. Donc pour moi, ce premier article sur le basket en Lituanie, c'était vraiment très très intéressant et très important pour moi d'en parler. Et surtout en Europe de l'Est où on arrive à, enfin, on voit que les gens se réunissent pour regarder du sport. Par exemple, en Serbie, ils regardent pas seulement du football à la télé, mais ils regardent aussi tous les autres sports, ou, enfin les sports d'équipe en tout cas, où leur équipe nationale joue. Et ils se réunissent dans les cafés, sur les places, enfin, ils regardent ces matchs. Et je trouve ça vraiment passionnant. Enfin, c'est différent en tout cas. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire? Une recommandation pour les voyages, tu veux dire? Ça peut être un lieu à visiter, un compte Instagram, une vidéo YouTube sur l'Europe de l'Est. Là, comme ça, j'ai pas trop de recommandations. Je vous conseille vraiment d'aller sur place. Je pense que ce sera ma première et dernière recommandation. C'est vraiment de partir, de pas avoir peur. Je sais que parfois, quand on est une fille, ça peut être dur de se dire, bah, j'y vais toute seule. Et en fait, il faut juste oser. Et une fois qu'on a fait le premier pas, bah, ça ira tout seul. Donc ma recommandation, c'est juste, allez-y, n'ayez pas peur. Et je sais que l'inconnu fait peur, mais finalement, une fois qu'on le connaît, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Donc il faut y aller et puis tout va bien se passer. Bah, merci beaucoup, Erin. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Pour conclure, je souhaite dire un grand merci au groupe slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, AID Radio et AID.fr. On attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt! Yesterday was all in black, things news in my mind. Roses should put me back on track. I feel the sun in my